Donc, Véronique Jérôme est avec nous. Salut Véronique. Bonjour Stéphane. Fondatrice d'Electionscope, alors cofondatrice d'Electionscope. Faut en parler avant, d'où tu parles, comme on disait à Nanterre dans notre jeunesse. Oui. Donc, l'idée, je le disais là, les forces économiques sous-jacentes. Oui. Dans tout problème économique, il y a une question politique et nous, ce qu'on essaie de dire, c'est de considérer que le politique est élu pour mettre en place sa politique économique, des mesures économiques. Et ces mesures vont impacter. Et elles vont impacter en fonction des choix qu'il va faire. Les choix qu'il fait, je fais la marche arrière. Hein. Le choix qu'il fait, c'est en fonction de son idéologie, de ses convictions, de ses valeurs, ce qu'il a présenté dans son programme pour se faire élire. Et nous, ce que l'on dit, c'est qu'on n'a pas une démarche qui est simplement comme ça, qui regarde ce qu'il y a, ce qu'on voit, et ce qu'on ne voit pas. Et le politique, il a deux stratégies possibles. Il y a le politique et le politicien. Pour moi, le politique bienveillant, et c'est ce que réclame Emmanuel Macron dans son discours, on l'a entendu hier soir, le bienveillant, il est éthique. Il fait un programme, non pas pour gagner les élections, mais pour être élu, afin de pouvoir mettre en place les idées qu'il a mises dans son programme. Il a besoin d'être élu. Mais l'élection n'est qu'un passage. Tout commence après. Alors que le politicien, il fait un programme pour être élu, et rien d'autre. Il fait un programme pour arriver au pouvoir. Et une fois au pouvoir, eh bien... Non, mais attends, Véronique... Non, mais je force le trait. C'est passionnant, ça nous rentre tout de suite... Non, c'est passionnant, on rentre tout de suite dans le truc. Attends, premier point, on reviendra sur la bienveillance et ton... Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que là, Emmanuel Macron, il nous a fait un programme de... On l'avait dit d'ailleurs dans cette émission, carrément un marketeux, quoi. C'est un programme de marketing pour faire voter les vieux, les écolos qui vont bien et tout. On en reparlera. Mais... parce que on a eu en fait une campagne présidentielle très intéressante. Très courte aussi. Sans doute très intéressante, mais sur les questions, en tout cas elle a démarré avec Zemmour, sur les questions d'identité. Et souviens-toi, les premières émissions, après avec les retraites et sur le deuxième tour, sur le second tour, ça a pris une autre ampleur. Mais tout le premier tour se joue sur l'identité, l'immigration, l'ensemble de ces sujets. Est-ce que ça veut dire que dans l'esprit des électeurs, à ton avis, les tensions économiques, et ça s'explique, hein, baisse du chômage, quoi qu'il en coûte, qui fait perdre les repères, les tensions économiques sont laissées de côté au profit des questions d'identité nationale. Alors, est-ce que dans l'esprit des électeurs, on n'est pas dans la tête de l'électeur? Par contre, l'électeur, il est manipulé. La communication, c'est faire savoir. Et dès qu'on fait savoir, on apporte de l'information, donc forcément, on manipule. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens, hein, mais on manipule les lecteurs. Donc il était amené à voir, on a mis le curseur sur certains points, on a mis l'aspect, bien sûr, Éric Zemmour mais c'est pas est venu sur ce point. Véronique, c'était qu'il y avait une demande, si ça marche à ce point-là. Ah, mais ça c'est le marché, hein, le marché politique, il y a l'offre et la demande, mais et qui entraîne, etc. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas. Quand un gars venu de nulle part se retrouve à 16 ou 17% dans les sondages, même si après... il a fait 7. Et vote utile, on en reparlera. Mais c'est qu'il y avait quelque chose là quand même. Mais... Bien évidemment, mais il y a toujours un lien. Et les problèmes. Alors après, c'est le gros discours du Front National. Les problèmes de sécurité sont liés au chômage. Et on a cette banane bleue en France. On a ces aspects où forcément l'insécurité est plus prégnante dans les endroits où ça va mal que dans les endroits où ça va bien. Donc ça, c'est sûr. Maintenant, pour revenir sur le chômage. Forcément, le chômage est passé un peu de côté parce que on peut imaginer que même si le ressenti n'est pas puissamment dans ce sens, le chômage, on est passé de 9% de 9,4 à 7% au sens du BIT, donc il y a forcément une amélioration. Il y a un ressenti. Moi qui étais la première à dire le chômage, c'est la variable force d'une élection. On discute ensemble depuis 15 ans, Véronique. Vous m'avez toujours dit que c'était le chômage. C'est le game changer. Voilà. C'est le game changer du président. Il fait baisser le chômage. Mais François Hollande a appelé de ses voeux dès les premiers vœux, dès la première année au pouvoir, je vais inverser la courbe. Je vais inverser la courbe, il l'a répété régulièrement, jusqu'à ne pas pouvoir l'inverser, ne pas se présenter, juste un peu avant que ça s'améliore. Attends, je tiens à le dire, en fait il l'a inversé. Hein. Maintenant, quand tu regardes la courbe INSEE, c'est d'ailleurs incroyablement injuste pour ce pauvre François Hollande. C'est un problème de timing. Non, son timing est bon, c'est un problème de statistique en fait. C'est un problème, le temps que la statistique fine arrive à analyser le truc, maintenant on sait qu'il a... Mais je reviens sur... Là, j'ai pas l'impression que qui que ce soit ait donné crédit à Emmanuel Macron de cette baisse du chômage. On pourrait se dire, c'est mieux que si ça avait été pire. Mais sur le chômage, effectivement, les électeurs sont passés à autre chose, sont passés au pouvoir d'achat, parce que les revendications, parce que les gilets jaunes, parce que ça commence à monter et que de toute façon, l'aspect chômage
Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu un comportement un peu opportuniste? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait le quoi qu'il en coûte, à partir du moment où on a une politique qui ressemble quand même plus à une politique keynésienne de soutien de la relance, enfin de soutien de la croissance, de relance de la croissance, forcément, si on soutient la croissance, on a un impact sur le chômage. Donc là, on a ce comportement un peu opportuniste au sens, je dirais, théorique du terme. Ce que je trouve dingue, Véronique, c'est, bon, à l'arrivée, ils ont gagné, tant mieux pour eux. Ce que je trouve dingue, c'est qu'à aucun moment, les responsables politiques proches d'Emmanuel Macron n'ont été capables de dire « Mais les amis, la première défense du pouvoir d'achat, c'est quand même de pouvoir bosser et d'avoir un salaire. » Voilà, et c'est ça. C'est un truc de dingue. Tout est lié et c'est compris dedans. Et il n'y a pas eu beaucoup de communication. C'était aussi une façon de rester en retrait du débat. C'est une façon de montrer aussi. Alors, il y a aussi ce fameux rally around the flag. Rally around the flag, ça veut dire tous derrière le chef. C'est l'expression aux États-Unis. C'est le président américain en joue, mais c'est tous derrière le chef, tous derrière le drapeau. C'est pas un effet drapeau comme on l'a souvent dit en France. Enfin, j'ai entendu beaucoup de sondeurs résumer ça un effet drapeau. Après l'offensive russe, tu veux dire, voilà, après l'invasion russe. C'était la même chose que ouais, ce que François Hollande, ce dont a bénéficié François Hollande quand il y a eu les attentats. Ils étaient tous derrière le chef et on l'a vu dans la rue, les manifestations. Mais c'est plus fort que ça. C'est une façon de dire on laisse les différences et on est tous une forme finalement l'unité, on fait front derrière du chef. Mais là, c'est un peu plus fort parce que finalement, je dirais la capacité et l'efficacité d'Emmanuel Macron, c'était de dire je vais faire taire les oppositions d'une certaine façon. Elles vont se mettre en sourdine un temps parce que l'heure est trop grave. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, alors ça c'est vraiment un avis personnel et je le partage. Mais t'es là pour ça, voilà. Figure-toi. J'ai l'impression qu'il essaie de bénéficier encore de cet effet de tous derrière le chef, oui. Tous derrière mon image. Et le débat dont on se dit finalement un débat, ça n'apporte rien, personne ne l'a regardé. Si on regarde bien le deuxième taux d'audience, donc le moins bon taux d'audience, ça n'apporte rien, mais en même temps, si. Parce que ce qu'a fait Emmanuel Macron, la gestuelle, etc., on s'en moque. Mais ce qu'il a voulu dire, c'est j'ai l'expérience. Et cette expérience, ce n'est pas une usure. Je me suis usé au pouvoir, je suis plus vieux qu'il y a 5 ans forcément. Mais je ne suis pas usé, je suis fort de cette expérience face à quelqu'un qui en face revient pour la 3e fois et a montré quand même quelques lacunes en termes de compétences économiques. Enfin, sur la TVA, il y a plein de choses. Alors attends, je veux revenir sur les défis et sur ce qui nous attend maintenant. On va montrer, alors j'espère, parce que j'ai toujours un petit problème avec ça, mais alors c'est une étude ELAB Pôle emploi qui date de plusieurs mois que j'avais jamais réussi à utiliser et que je trouve très intéressante. Je ne peux rien, non, peu importe, je vais le raconter parce qu'en plus il y a des gens qui nous écoutent en podcast à la radio. Cette baisse du chômage, comme tu dis, ressentie ou pas, parce que voilà, elle amène à des exigences maintenant. Donc la question qui est posée sur ce sondage ELAB, c'est, selon vous, comment est-ce qu'on explique la persistance du chômage? Et tu vois monter de manière assez forte tout ce qui touche à la responsabilité des chômeurs. Tout à coup, de plus en plus dans l'esprit des gens, et ça je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte dans le futur 3e tour social, s'il arrive ou pas, la responsabilité des chômeurs devient de plus en plus lourde pour l'opinion publique française dans la persistance du chômage et dans le fait qu'on n'arrive pas au plein emploi. Comment est-ce que tu regardes ça? Mais c'est le problème. Quand tu dis la responsabilité des chômeurs, c'est une façon de dire, finalement, il y a les insiders et les outsiders. Les outsiders, ils sont exclus du marché du travail. Non, là ce que dit le sondage, c'est ils ne veulent pas travailler, leur responsabilité, c'est ça. Mais moi je vais plus loin. Ils sont en dehors. Donc ils sont au chômage, mais il y a finalement, on a en France ce qu'on appelle des trappes à chômage. Le système de protection est tel que l'individu rationnel, ne prenons pas position, l'individu rationnel qui regarde ce qui lui en coûte de rechercher du travail, de se vêtir, d'aller prendre des rendez-vous, etc. Et ce qu'il obtient en termes de subvention, d'allocation lorsqu'il est à la maison, eh bien certains se disent, après tout, si je laisse de côté l'image, le fait de dire, quand les mômes à l'école disent ce que fait ton père, il est chômeur, ça donne pas envie. Même certains, on se souvient de certains films où le papa chômeur fait semblant d'aller bosser. Donc à part cet aspect-là, celui qui se sent bien finalement, en restant à la maison, qui fait autre chose, qui se dit après tout, je suis comme en télétravail, sauf que j'ai pas de boulot, mais j'ai quelque chose qui tombe. Finalement, je suis comme en télétravail, sauf que j'ai pas de boulot. J'ai la télé, j'ai pas le travail. Voilà, j'ai la télé, j'ai pas le travail. Mais je ne voudrais pas rire de ces situations parce que c'est dramatique. Le chômeur de plus de 50 ans ou plus de 55 ans, il a peu de chances de retrouver parce qu'il sait très bien qu'on arrive à cette situation. Enfin, Véronique, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ça veut dire que, parce que c'est l'un des engagements d'Emmanuel Macron, le plein emploi. Ça veut dire 2027. Que ce plein emploi passe par une remise en cause de l'ensemble de ces filets de protection aujourd'hui.
Il faudra mettre des incitations. Mais c'est tout le débat. Enfin, Paul Valéry le disait bien. Quand l'État est fort, il nous oppresse. Quand il est faible, nous périssons. Donc on ne peut pas, du jour au lendemain, revenir sur les avantages acquis. François Mitterrand l'avait bien dit. Une fois qu'on a donné, on ne peut pas reprendre. Et la question du quoi qu'il en coûte, on voit bien qu'on va avoir des difficultés. Il faudra bien en sortir. Mais tant qu'on a habitué les électeurs, on a habitué les Français à être dans... L'État intervient quand ça va mal. Et on est presque tous devenus keynésiens. Quand on dit que le marché va mal, on attend l'État. On est en train, mais ça on en parlera après dans la suite de l'émission, Véronique Serre. On est en train de dépenser des dizaines de milliards d'euros par mois dans le bouclier énergétique, des dizaines de milliards d'euros par mois, et on a l'impression que personne ne s'en rend compte. Bon, revenons sur la politique quand même. 30% d'abstention. Tiens, d'ailleurs, j'ai découvert ça. En 1974, c'est 12,7% le taux d'abstention. Tu te rends compte ? 12,7%. 30% d'abstention. Il y a une acédie du politique. Crise démocratique ou pas ? Une acédie du politique, ça ne une donne quoi plus envie. Une Ça ne donne plus envie. Non, plus envie. Acédie. 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 Je ne connais pas ce mot. Emmanuel Macron nous l'a fait découvrir au début de son quinquennat. Donc c'est quoi ? C'est un manque d'envie ? Manque d'envie, ça passionne plus. Réenchanter, François Hollande voulait réenchanter la politique. Emmanuel Macron dit je vais réenchanter, mais plus personne ne chante. Enfin, j'étais dans Paris hier soir. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y avait une élection et qu'il y avait un vainqueur. Enfin, qu'il y avait un... Et pourquoi ça, Véronique ? Pourquoi ce désenchantement ? Pourquoi ? Parce qu'on entretient l'espoir d'éléments qu'on ne peut pas donner. On fait croire, et c'est bien ça le problème. Le politique ne se rend pas compte que dans son discours, il s'engage, il promet. Je m'engage, j'ai l'intention d'eux. Ouais. Le conatif, l'intention d'eux. Il y a très longtemps, on en parlait ensemble. J'ai l'intention, mais l'effectif. Si je donne de l'espoir, si j'annonce, et on peut reprendre cet exemple le plus terrible de tous, me semble-t-il, François Hollande, je vais inverser la courbe du chômage. On met le focus là-dessus. Et les électeurs attendent cela. Et si ça ne vient pas, même si ça s'améliore un peu, c'est pas assez. Ce n'est pas assez, ce ne sera jamais assez. Et les syndicats qu'on entend très peu vont commencer aussi leurs revendications. Parce que si on leur donne un peu, si on dit, bien voilà, on va s'engager, on va colmater les brèches sur les problèmes de pouvoir d'achat, ils vont dire ça va pas aller. Si on promet des primes, ils vont dire non, on veut des augmentations de salaire. On veut que l'État incite, oblige aux augmentations de salaire. Je donne un peu donc les éléments programmatiques, mais on va y revenir aussi sur le travail. Enfin, sur le travail au sens large, parce que globalement, on sent bien qu'il y a une volonté là d'Emmanuel Macron d'augmenter la quantité de travail. Voilà, je citais les chiffres de Pierre Cahuc ce matin, donc grand expert de ce domaine dans les Échos. Taux d'emploi des jeunes de moins de 25 ans est inférieur de 17 points à celui de l'Allemagne, en France. Celui des plus de 50 ans est inférieur de 16 points. Et en nombre d'heures travaillées des 15-64 ans, on est avant-dernier de l'OCDE, juste devant l'Italie. Et donc ça passe par retraite, réforme des retraites, nouvelle réforme de l'assurance chômage, réforme du lycée professionnel. Ces trois éléments, plus l'activité qui serait liée au RSA, quatre éléments-là qui, a priori, peuvent augmenter la quantité de travail, donc le PIB, donc le pouvoir d'achat. Alléluia. Des éléments dont on parle régulièrement, quand même. Enfin, c'est pas de nouvelles recettes, ce sont des choses... Ouais, mais il faut le faire, quoi. On va le faire, mais pour le faire, il faut... Là, j'ai un petit problème. Enfin, j'ai un léger doute. Vas-y. Pour le faire, il faut quoi ? Il faut être soutenu. Il faut ce qu'on appelle le soutien politique. Il faut que ça marche. On ne peut pas dire, il n'y a qu'un Churchill ou qu'un De Gaulle qui promet du sang et des larmes et qui dit, voilà, c'est pour l'intérêt général. De Gaulle a su en son temps aussi rallier Rueff et Pinet. Donc ça, c'est possible. On peut tout faire, on peut tout mélanger, on peut reconstruire politiquement. Mais il faut que les citoyens comprennent et adhèrent. Et moi, l'interrogation que j'ai, et là, je ne peux pas y répondre, mais ce que je vois, c'est, aura-t-il un état de grâce ? La honeymoon, tout nouveau, tout beau, je me mettrai nu. Tu l'as dit d'un mot dans ta déambulation parisienne hier soir. Ça semble compliqué. La première élection d'Emmanuel Macron, l'état de grâce avait duré 3 mois. Le plus faible, le plus court état de grâce de toute la Ve République. Tu sais, j'ai découvert un autre truc en regardant, parce qu'il y a la fameuse phrase de Mélenchon hier soir, le président le plus mal élu. Bon. C'est méchant, c'est très méchant. C'est très méchant, c'est en partie vrai, c'est très compliqué parce que tu ne peux pas tenir compte de l'accroissement de la population, etc. Il a abondé quand même. Il y a 41% des électeurs de LFI qui se sont reportés sur Emmanuel Macron deuxième tour. Oui, mais est-ce qu'il y est pour quelque chose, Mélenchon ? Enfin bon, bref, non, refermons la page. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que, alors si tu prends juste objectivement, voilà, nombre d'électeurs inscrits ayant voté pour le président au second tour, c'est Georges Pompidou en fait le plus mal élu de la Ve République. Oui, quand tu vois que ce quinquennat, car malheureusement ça a été un quinquennat de Georges Pompidou,
est aujourd'hui ce qui permet à la France de tenir debout quand même, hein, l'ensemble des paris industriels qui ont été pris durant cette période, tu te dis, bon, finalement, tu vois, cette histoire d'état de grâce, de président bien élu, de tout ça, attends, Stéphane, est-ce que c'est bien utile que ça ne veut rien dire et que si on ne t'aime pas, tu peux quand même te faire élire. Le président le plus mal élu de notre 5e République, oui, Georges Pompidou. Dans un autre contexte. Et puis il y avait un caractère visionnaire qui a fait que tout était à faire. Il y avait une page blanche presque, enfin, pourrait-on dire, sur l'industrialisation. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que... je perds mon idée d'ailleurs. Pardon. Ce que je voulais dire ici, c'est que, effectivement, mais il n'est pas aimé. Si on regarde bien les sondages, 2 Français sur 3 voulaient sortir le sortant. Il y a quand même cet élément. Enfin, tu as vu le sondage comme moi. Oui, mais voilà. je n'arrive pas... En relatif, c'est-à-dire ça n'a pas toujours été le cas ? À part, on va dire, Mitterrand 88, quoi, où il y a eu une petite moi, je m'intéresse aux variations et à ces aspects-là. Il y a quand même, dans ces cas-là, ne faisons plus de sondage et puis on verra comment les choses se passent. Mais alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu crains quoi ? Un président qui serait paralysé dans sa bienveillance ? Là, tu voulais me parler de bienveillance, oui, là. Justement, donc il utilise le mot de bienveillance. Mais moi, j'adhère complètement. Il a tout compris. La bienveillance, c'est ce qui parle le plus aux concitoyens. La bienveillance, c'est ce que doit faire un homme politique qui veut faire du marketing politique, moi ce que j'appelle le marketing éthique. Politique et éthique, pas le marketing sinistre, pas le marketing qu'on n'aime pas en France. De toute façon, le marketing politique, c'est vulgaire, c'est vulgaire. Mais quand on le fait bien, quand on le fait correctement, quand on comprend les racines de tous ces éléments, de tout ce qui fait la société, c'est-à-dire l'économie, et qui est finalement aux mains du politique. On peut pas le dénier, ça. Et le peuple souverain lui confie cette souveraineté par l'élection. Donc ça le rend responsable. Il a un champ d'action, un champ de possibles énorme, infini. Son idéologie, il peut la mettre en avant, choisir. S'il est élu, par les siens. Seulement, comme l'a dit Emmanuel Macron hier soir, je sais très bien que dans les électeurs, que dans ceux qui ont voté Emmanuel Macron, il y a des gens qui ne veulent pas d'Emmanuel Macron, qui n'ont pas voté pour moi, qui n'ont pas voté pour mon programme. Donc il a des électeurs, mais il n'a pas le soutien. Et c'est un vote du tout sauf Marine Le Pen. Donc c'est un vote de rejet. C'est un vote utile d'une certaine façon. Tu arrives dans la situation Chirac 2002, c'est-à-dire la crainte, je vais le dire comme ça, d'un roi fainéant. Finalement, je ne suis pas bien élu. On ne m'aime pas. Je vais faire de la bienveillance. Non, je parle de Macron. Je vais faire de la bienveillance. Je vais caresser tout le monde dans le sens du poil. Et je fais ces espèces de trucs, mais surréalistes. Attends, il faut le voir pour le croire. Où est-ce que j'ai mis ça ? Alors là. Donc, tu auras un ministre de la planification énergétique et un ministre de la planification écologique territoriale, sous l'autorité du Premier ministre directement en charge de la planification. Mais il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les électeurs de gauche, il y en a pour les écolos, il y en a pour tout le monde. Et c'est ça le problème. C'est qu'à vouloir satisfaire tout le monde, on va ne satisfaire personne. C'est le risque. Donc ça, c'est pas de la pole éthique, comme tu dis, non, c'est cynique. On est d'accord. On est entièrement d'accord. C'est je m'adresse à chacun et je dis à chacun ce qu'il veut entendre. On l'a vu aussi, le grand débat. Qu'est-ce que c'était le grand débat ? C'est je vais vous demander, que voulez-vous ? Et après, c'est facile, je prends, je promets, je fais un copier-coller. Mais la politique ne s'arrête pas là. La politique ne s'arrête pas aux marges des intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais. Après, il faut mettre en œuvre. Parce que quand on met en œuvre, on a des résultats, bons ou mauvais. On a un bilan. Et le bilan, c'est ce qui fonde la crédibilité. C'est ce qui va faire confiance. Ce qui va faire que l'électeur va avoir confiance dans son politique. Il a besoin de confiance. Et la confiance, ça ne se décrète pas. Véronique, législative, comment est-ce que... Donc, l'élection Scope, c'est aussi un modèle prédictif, on va dire ça comme ça. On va faire tourner le modèle. Qui avait été assez efficace pour... Tu étais assez fier de ce que tu as sorti sur le deuxième tour de la présidentielle. Oui, mais on a de bonnes choses. Les modèles réagissent bien. Alors, maintenant... Non, mais il faut le dire. C'est en décembre, tu disais 58,42. 58,6 en décembre. Et c'est un modèle qui est intéressant parce qu'il est en données régionales. À ce niveau-là, tu te dis que c'est de la chance plus que du talent. Non, parce qu'on a révisé en mars et on était presque à 55% en mars quand on révise. Mais la publication sera dans un journal universitaire et en US. Et donc là, sur les législatives, tu peux pas nous donner des indications ? Pas fait encore, mais ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, ça va être compliqué. Et il faut pas... L'erreur à ne pas faire, ce que je peux dire ici, c'est qu'il ne faudrait pas calquer la présidentielle sur les législatives. C'est pas la même chose. Ou plutôt les législatives sur la présidentielle. Il ne faudrait pas calquer s'inspirer de la présidentielle pour raisonner sur les législatives. Et effectivement, Mélenchon qui a fait 22, là, les dernières législatives, il a fait 11%. Est-ce qu'il aura encore un groupe ?
c'est pas sûr. Il y a des forces comme ça qu'on Il faut insister sur le mode de scrutin. Il est encore plus dévastateur, en fait, en termes de force. Voilà. Donc, il faut 12,5% des inscrits pour se maintenir au deuxième tour. En termes de centralisation, il est encore plus dévastateur que la présidentielle. Oui, mais je pense que si rien ne change, on entendra à nouveau l'extrême droite dire on a des voix, mais on n'a pas de siège. Exactement. C'est un peu ça. C'est ce qui va se passer. Voilà, mais on a besoin aussi, le pouvoir a besoin des deux forces, l'exécutif et le législatif. Maintenant, est-ce que, la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'une cohabitation serait possible? Une cohabitation avec quoi? Mais non. Parce qu'on n'a plus que l'extrême droite, l'extrême gauche et l'extrême centre. Mais c'est impossible. Donc voilà, donc on va avoir un centre mais oui, voilà. très... Nous, je ne sais pas. D'où l'intérêt, d'où effectivement les voix syndicales qui peuvent essayer de retrouver une forme de légitimité en termes de seule opposition. Mais ça va être compliqué. Dans et la donc, rue. et ben voilà, c'est ça. Donc tu tombes sur... On ne le souhaite pas. Gilets jaunes, back again. On ne le souhaite pas. C'est une très bonne conclusion à cet entretien. On se retrouve pour les législatives, Véronique, si tu veux bien. Avec plaisir. Voilà. Merci. Véronique Jérôme, qui était notre première invitée sur Bismart.